ça croustille, mais plus fin que quand vous revenez de la plage et que vous avez mangé du sable. C'est pas trop salé, je pensais que ce serait plus salé. J'ai trouvé mon activité pour le reste du séjour. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là, reprenons depuis le début. Ifremer m'a convié à participer à une campagne océanographique entre Madagascar et la côte africaine. Je relate cette épopée dans une série de 4 vidéos dont celle-ci est la dernière et la plus importante. Elles sont toutes indépendantes, donc si vous arrivez tout juste, n'ayez crainte, vous pourrez quand même tout comprendre. Coucou les loulous, je suis présentement sur le... Ça commence mal. Je suis présentement sur le Marion Dufresne, c'est complètement fou, c'était un des rêves dans ma vie. C'est un avion océanographique, bonjour. Et j'y suis pour suivre la campagne qui s'appelle Sésame, une campagne 100% géosciences, donc on va voir plein de cailloux. Et je vous propose d'aller voir tout de suite en quoi ça va consister auprès de l'un de ces chefs de mission. Et derrière moi, vous pouvez voir qu'ils sont en train de remonter une carotte, ceci est un indice. Je m'appelle Gwenaël Jouet, je suis sédimentologue à Ifremer, à Brest. J'étudie les fonds marins. J'essaie d'extraire des sédiments marins des informations précieuses sur leur formation, sur comprendre comment ils se sont déposés sur les fonds marins, et ça va nous donner des informations sur l'évolution des environnements de notre planète Terre. Ici, Gwenaël et ses acolytes se sont mis en tête de lire le passé dans les sédiments d'une zone très singulière, le canal du Mozambique, et plus particulièrement sa partie centrale. La mission est baptisée Sésame. Sésame, ça veut dire sédimentation des apports du Zambèze. On se situe dans une zone autour des îles éparses du Sud, un bassin profond qui va recueillir les sédiments qui viennent de l'érosion continentale et qui ont été transportés jusqu'à la mer par le fleuve Zambèze, donc sur la marge est africaine. Et à travers justement cette accumulation de sédiments, on va pouvoir reconstituer l'histoire géologique de la zone, du canal du Mozambique, et en particulier essayer de comprendre comment le climat, le niveau de la mer, l'évolution des courants océaniques vont influer justement sur cette sédimentation. Pour en arriver là, les scientifiques vont sillonner la zone, littéralement. Regardez un peu notre trajectoire. Si une mouette nous a vu passer, elle a dû se dire que le rhum était bon. Ces trajectoires étaient soigneusement calculées pour permettre aux scientifiques de récolter 2 types de données. D'une part, des profils sismiques, un genre d'échographie des premiers kilomètres de fond marin. On en a parlé dans la première vidéo de cette série. Et d'autre part, et c'est là l'objet de cette vidéo-ci, la partie la plus rock'n'roll de cette mission, les carottes de sédiments. 8 carottes sur toute la mission qui forment un total de 242 mètres bout à bout. Obtenu sur le navire Roi des carottages qui détient le record du monde de la plus longue carotte, 69,73 mètres. Le Marion Dufresne, au départ, a été conçu pour faire uniquement du carottage. Tout le reste du bateau a été construit autour de l'accessible carottage, ce qui n'est pas le cas des autres bateaux. Pour être franche avec vous, au début, je pensais que les sédimentologues, c'était un peu les pédologues des mers, ils grattent de la boue, bon, c'est bien mignon, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est hyper classe, hyper technique et hyper périlleux. Le carottage, ça commence par on déborde le carottier sur le côté, en position horizontale. Ensuite, ils vont basculer le carottier en position verticale. Ils vont installer ce qu'on appelle un bras sur le côté avec un poids pilote qui va être relié au câble du bras. Ce poids, en fait, va servir au déclenchement après du carottier. Donc après, il y a toute la phase de descente du carottier jusqu'à ce que le poids pilote se pose. Il va soulever le bras, le carottier va se libérer, il va tomber d'une chute d'environ 3 mètres et il va s'enfoncer dans le sédiment. C'est là que ça devient un peu tendu, c'est qu'il faut récupérer le carottier pas trop tard, avant qu'il se torde ou avant qu'il se passe des choses sur le fond. Après, il y a la remontée du carottier pendant à nouveau 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'il arrive sur le côté du bateau. À nouveau, on enlève le bras, le poids pilote, on bascule le carottier en position horizontale et on le rentre grâce à des bras à l'intérieur de la coursive. Il y a une bonne dizaine de marins quand même qui participent à ça, plus des techniciens ingénieurs, plus les officiers qui sont là pour superviser l'opération. Donc c'est une manip qui est vraiment une manip lourde, ouais, c'est sûr. Le truc, c'est que l'opération se fait plus ou moins à l'aveugle, puisqu'on ne peut pas surveiller par-dessus le bateau pour voir comment ça se passe 3000 mètres plus bas. On voit rien. C'est là qu'intervient Johan, puisqu'il a une flopée d'instruments qui permettent de suivre les opérations depuis la surface. En temps réel, nous avons un logiciel qui nous permet de suivre l'évolution de la tension sur le câble et de nous décrire brièvement ce qui se passe au fond. Donc là, on voit là que la tension est stable, qui suit la houle, parce qu'il y a des vagues à la surface qui se ressentent aussi au fond. Et à un moment, il y a le déclenchement
et la tension sur le câble devient nulle parce que les 6 tonnes qui sont au bout du câble tombent brusquement. Là, le carottier fait son travail dans le sédiment. Ensuite, on ramène le carottier à bord. La tension augmente. Le carottier est toujours planté dans le sol. Là, il n'arrive toujours pas à bouger. On tire dessus. Et là, il commence à bouger et à sortir du sédiment. Rechute de tension. Et après, on le sort. On sort le tube tout doucement. On a aussi autre chose sur le carottier. On a des accéléromètres qui vont nous permettre en fait de refaire toute la cinématique du carottage. Celle-là, elle était quasiment parfaite. C'était la deuxième. Bon, je vous ai spoilé la deuxième carotte, mais comme ça vous savez à quoi ça ressemble quand tout se passe bien, ce qui ne fut pas le cas au premier carottage. Le carottage qu'on a fait en fin d'après-midi, a priori c'est pas passé comme on le souhaitait. Donc là en fait en l'état actuel on attend que le carottier remonte et ça veut savoir déjà s'il a pénétré. A priori il aura pénétré un peu mais sûrement pas en totalité. Et surtout là la question qui se pose pour le bord et vis-à-vis du timing, c'est que si le carottier a flambé, c'est-à-dire que si le tube a plié parce qu'il n'est pas rentré complètement, les opérations de gestion de la carotte pour la remise à bord vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Si le tube était bien droit et qu'on la mettait à bord, elle serait sûrement déjà à bord ou même, dans pas longtemps. Ouais, on avait dit 20h30, 21h en gros. Si elle est pliée, par contre, ça va prendre 2 heures. Donc, le problème, c'est que ça décale un peu toute la campagne, vu qu'on est en flux tendu. Dès qu'il y a un contretemps, il faut un peu tout remanier. Donc en fait, là, le chef de mission, il est dans la position délicate de savoir si on doit partir et on refera jamais cette carotte, ou si on la refait, mais ça veut dire qu'on perd du temps sur les opérations prochaines, ça décale tout en fait. Donc c'est toujours un peu compliqué, vu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à bord, et que dès que tu commences à toucher un domino, ça décale un peu le travail de tout le monde, donc, mais c'est classique sur une campagne. Soit on va faire le carottage, soit on part sur la sismique. C'est quoi cette tête d'enterrement? Non, peut-être entièrement. Juste intéressé de savoir dans quel état elle est. Il y a des câbles qui sont un peu mélangés. Comme il y a beaucoup de poids, il faut démêler tout ça, mais ça se fait pas comme ça. Alors qu'ils fassent les choses bien. Déjà, on va attendre que la carotte soit à bord, si elle veut bien rentrer, parce qu'elle est tordue. Elle a sans doute pénétré, et donc du coup, il y a sans doute du sédiment dedans. Elle sera un peu plus petite, mais normalement, ça devrait le faire. Et après, du coup, on va partir faire le programme qui était prévu. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de travail sur l'équipe pont pour la rentrer à bord. Ils viennent de poser la carotte sur les socles et donc je suppose qu'ils vont bientôt la couper, on ne sait pas encore quand. Ça fait combien de temps que t'attends? Il y a bien 2 bonnes heures qui sont passées largement. Le carottier n'a pas eu la force de s'enfoncer complètement. Quand il y a une chose de ce type-là qui se passe, donc la masse de l'Est qui se trouve 40 mètres au-dessus de l'eau, aux alentours de 2 tonnes, je crois, cause le piège du tube. Ce qu'on a, donc c'est une carotte qui n'est pas la carotte des 40 mètres qu'on espérait récupérer, mais on a apparemment jugé de la partie salie du tube, une vingtaine de mètres de sédiments. Et puis, il faudra voir l'état de ce qu'on a réussi à récupérer. Vous allez voir ça quand? Tout de suite, dès que les marins auront extrait le tube en PVC du tube en fer. Vous aurez peut-être entendu que c'était Marge Simpson qui m'avait remplacé pour cette soirée. Il s'avère que j'ai chopé une angine juste avant d'embarquer, avec extinction de voix pendant une dizaine de jours, c'était vraiment idéal. Reprenons donc, le lendemain matin, après une courte nuit de sommeil, nous revoilà auprès de la carotte, que les géologues ont ouvert en deux pour lire le passé dans ses entrailles dans un rituel vaudou très secret. Et il s'avère que malheureusement, Antonio avait vu juste, ils ont tout whippin'. Du coup, ils ont ouvert la carotte et en fait, ils se sont aperçus que tout était pistonné. On n'a que le début qui n'est pas pistonné. Et en fait, à partir de là, c'est tout le même niveau qui s'est mélangé dans la carotte en remontant. Donc, à la benne. Et celle-là, vous la gardez du coup? Celle-là, on la garde. Je sais pas trop pourquoi.
On le regarde parce que le sommet est quand même pas mal. C'est un peu comme les livres, ça se jette pas, sauf quand ils sont complètement déchirés. Là, la première page n'étant pas déchirée, bon, ça peut servir. Alors le pistonnage, c'est parce qu'en fait, c'est des carottiers à piston. On a un piston en fait dans le tube qui se balade. Et en fait, ce piston est censé rester à l'interface au sédiment pendant que le tube descend. Ça permet de faire une sous-pression qui fait qu'au final, le sédiment rentre plus facilement dans le tube pendant l'opération et qui fait que les carottes sont un peu plus longues que si on n'avait pas ce piston. Sauf que quand ce piston il se met à aller beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'il remonte trop violemment vers le haut, il fait une surpression énorme dans le tube, ce qui fait qu'en vient on va faire une seringue. Et en fait là on aspire le sédiment. Donc en fait on a fait une carotte de 22 mètres avec en fait un carottier qui était planté peut-être que de 1-2 mètres dans le sédiment. On a aspiré en fait une masse de sédiment qui s'est complètement remaniée. Et c'est pour ça en fait qu'on voit ces structures. En fait ces structures tu peux quasiment la suivre tout le long de la carotte. C'est vertical en fait. Alors que dans le fond de la mer, tu vas trouver des structures verticales dans le sédiment. C'est pas possible, tu n'auras que des structures horizontales. Et ça te fait quel effet de savoir jeter la première carotte comme ça? Bon, c'est toujours frustrant pour le travail, l'énergie qui a été dégagée pendant la nuit par exemple, et tout ça. Et pour les objectifs surtout scientifiques, mais ça fait partie du jeu en fait. Là encore, ça arrive. Faut pas que ça arrive trop souvent, mais ça arrive régulièrement. Le carottage, c'est une science qui est vraiment pas évidente. Coup dur pour ce début de mission, mais heureusement, les équipes vont vite tourner la page à la vue des carottes suivantes. Est-ce que vous êtes content de vos nouvelles carottes? Oui, très content. Ah bah, oui, elles sont exceptionnelles. On peut pas récupérer plus de sédiments. C'est vrai? Non, c'est au maximum. La première doit faire 34, un peu plus de 34 mètres sur 35 mètres de tube, donc c'est vraiment le maximum. Et la deuxième, 45,80. Une fois à bord, la vie d'une carotte ne fait que commencer. Déjà, il y a un rituel qui m'a un peu fasciné, c'est l'ogive. L'ogive, c'est la tête du carottier, celle qui s'enfonce en premier dans le sédiment. Ce qu'on a récupéré de plus profond dans le fond de la mer. Et là, il est en bon état, donc on a la base ici, là, et puis le sommet de l'ogive. Un sédiment assez rigide, assez collant. Très argileux, ouais. See, it closes so the sediment doesn't go down and you lose it. Et donc ce que vous voyez, c'est le sédiment le plus vieux de toute la carotte. Et figurez-vous que les sédimentologues lui vouent presque un culte. C'est un des géologues haut gradés, un des sages de la mission qui récupère le précieux sédiment de l'ogive et le met de côté dans un sachet à part, dans un silence presque religieux. On rigole pas avec l'ogive. Mais revenons-en à notre carotte, parce qu'une fois cueillie, il est maintenant temps de la cuisiner sur ses 34 mètres de long. Et pour ce faire, les équipes de Sésame se relayent jour et nuit pour que le travail s'effectue 24 heures sur 24, pas de temps à perdre sur une campagne océanographique. On se retrouve avec un tube métallique de plusieurs tonnes sur le pont. De ce tube métallique lourd, on va extraire la chemise PVC qui est à l'intérieur, elle qui contient le sédiment. Donc là, la main maintenant elle est au scientifique. À partir de ce moment-là, il faut être très rigoureux parce que on peut faire un peu n'importe quoi si on fait pas attention. On va préparer la carotte sédimentaire pour la découper en tronçons d'1 mètre. Alors, ça paraît assez bête, mais en fait ça prend pas mal de temps parce qu'on a beaucoup de choses à noter, notamment la polarité des différentes sections qu'on va obtenir pour évidemment qu'elles restent dans l'ordre, puisque si on commence à mettre tout dans le désordre et dans le mauvais sens, autant dire que ça sert plus à rien. Donc ça peut prendre parfois plusieurs heures pour jusqu'à 45 sections. Et après on va passer là à une étape plus scientifique, un peu moins manuelle, qui va être, en tout cas pour cette campagne, c'était d'analyser les propriétés physiques du sédiment sur un banc multiparamètres. C'est des indices pour nous qui nous permettent de connaître un peu la composition, la texture du sédiment de manière grossière. Il y a une source là-dedans, le césium 137, qui envoie un signal X qui est reçu derrière. Comme ça, on mesure la densité du sédiment tous les centimètres. Là, horizontalement, on mesure la vitesse de propagation des ondes de P, les ondes de dépression. Il y a 2 transducteurs. Un fonctionne comme émetteur, un comme receveur. Donc, il s'envoie des signaux pour voir quel est le temps de passage du son. Il y a du méthane parfois dans les sédiments qui se relâche.
Et donc là, ça fait des bulles dans les sédiments. Et là, on mesure plus rien parce que les ondes P sont bloquées. Il y a un autre senseur ici. C'est un senseur on appelle ça la susceptibilité magnétique. Il y a un courant qui passe, qui mesure la façon où les sédiments est sensible au champ magnétique qu'on crée. Et c'est quelque chose qui est sensible à la présence des minéraux ferromagnétiques. Si on a des pyroxènes, des minéraux riches en fer, on le voit. On le sait sans le voir. Par exemple, ici, on voit un pic des densités qui correspond à des vitesses plus fortes de propagation du signal, qui correspond à une partie de susceptibilité magnétique plus basse. Donc ici, moi, sans rien savoir, je peux deviner que ce sont des sédiments, probablement des sédiments carbonatés plus rocheux, donc c'est plus rocheux, donc peut-être du sable carbonaté, des choses comme ça. Là, maintenant, la section est arrivée à la fin de sa course. Il a enlevé celle qui a été mesurée avant. Il la pose ici. Donc maintenant, je peux mettre la prochaine. Ce sont des objets assez lourds, ça pèse, je sais pas, 15-20 kilos. On peut pas le montrer. C'est parfait. Et puis sur l'ancienne, je vais mesurer la température du sédiment. Donc ici, on mesure la température qui sert un peu de référence pour calibrer les mesures de vitesse, surtout quand on a fait, parce que ça dépend aussi de la température. Oui, bien sûr. Et puis une fois qu'on a ça, ce qui prend beaucoup de temps, c'est plusieurs dizaines d'heures d'acquisition, on va commencer à ouvrir les carottes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver donc avec nos sections d'1 mètre qui sont fermées, qui ont été analysées de manière non destructive. Et là, on va les ouvrir avec un banc de découpe. On se retrouve avec 2 demi-sections. Une qu'on va nommer archive, on va vite emballer et mettre au frais. Et puis une nommée travail, sur lequel on va faire toutes les opérations à bord, mais aussi après au laboratoire. Pour nous, c'était ici la photographie à très haute résolution, la description du sédiment. Là, je vais zoomer sur la photo pour vérifier qu'on a une résolution qui est assez bonne. On voit bien les irrégularités. Moi, je jette aussi un petit coup d'œil pour vérifier que c'est bien la bonne. C'est bon. Et je vais l'envoyer à mes collègues pour pouvoir traiter la photo, l'associer à leur fichier de description de la section de carottes. Ah, parlons-en de la description de la carotte. Je vous avais dit que j'avais été très impressionnée par le travail de carottage et que les sédimentologues étaient en fait remontés dans mon estime. Ça, c'était jusqu'à ce que j'en entende un dicter à l'autre. Cette couche est gris foncé, mais moins foncé que le gris foncé d'avant. Je peux faire un effort aussi. Blague à part, cette description s'effectue selon des outils de référence et des conventions d'écriture. C'est une description assez sommaire qui sera refaite proprement à terre, mais ça permet déjà de voir à quoi ça ressemble. Bref, toutes ces étapes, ça prend du temps, mais elles sont tout aussi importantes. On prend connaissance de la carotte, on voit un peu la température, on voit ce qu'il y a dedans. Et puis la suite, globalement, après, ça c'est plutôt au laboratoire, sur des choses un peu plus fines, spécifiques, au regard aussi des objectifs de chacune des carottes. Si je résume, entre le moment où on va faire l'opération de carottage, qui va prendre généralement sur 4 heures, plus la découpe à bord qui prend plusieurs heures, plus après cumuler les dizaines d'heures pour chaque outil, en fait on se retrouve avec la vie d'une carotte à bord, quand bien même c'est sa prime jeunesse, elle dure quand même déjà plusieurs jours avant qu'on la mette en chambre froide. Bon, maintenant qu'on sait à quelle sauce nos carottes vont être mangées, oui, je vais toutes les faire, est-ce que vous savez au moins ce qu'elles contiennent ? Il est composé de quoi ce sédiment ? Eh bien, de 2 choses. D'une part, du plancton fossile, et notamment des foraminifères, retenez bien ce mot, on en reparle plus tard. À la mort de ces microscopiques bestioles, leurs coquilles tombent sur les fonds océaniques, c'est ce qu'on appelle la neige marine, mais c'est pas tout. Ici, on est assez proche quand même du plateau continental. Le Zambèze, une grosse rivière, et en grand delta, on a un apport de particules qui viennent du continent et après vont se mélanger avec ce pélagique. Donc un joyeux mélange de cadavres marins et de bouts de roches arrachés au continent par le fleuve Zambèze et charriés sur des kilomètres jusqu'à nos pieds, enfin nos palmes. Et ce, jusqu'à former des paysages sous-marins, ma foi, pas dégueux. Ça se voit bien sur les données sismiques récoltées lors de cette mission. Ici, on voit une belle vallée qui correspond sur la carte à ce qu'on appelle la vallée du Zambèze. Donc, en fait, c'est une incision
Donc c'est un canyon finalement qui a été creusé par les courants. Et puis on voit dessous, ça a érodé. C'est dans la continuité du fleuve? Voilà, c'est ça. En fait, ici, on est en train de regarder des sédiments africains finalement. Et puis en fait, la voie privilégiée de transport de ces sédiments, une des voies privilégiées, c'est cette vallée. Avec cette incision, les sédiments sont transportés jusque ce qu'on appelle le bassin profond. Ici, le bassin que l'on est en train d'étudier sur la mission Sésame, c'est un bassin qu'on appelle intermédiaire parce qu'il est un peu situé à un niveau un peu plus haut. Alors, il est plus bas que le plateau, il est après la pente. Mais ici, en bleu foncé, on a des profondeurs encore plus grandes. Et ici, on a tout un système turbiditique qui correspond à l'exutoire, finalement, des sédiments du Zambèze qui sont apportés et qui transitent dans cette vallée, que l'on peut imager ici, cette vallée. Et après, ils viennent finir ici. Donc le fleuve est beaucoup plus long que ce qu'on voit à terre, finalement. Oui, c'est vrai, c'est la prolongation complètement du Zambèze. Bon, très bien, on sait où ces carottes ont été prélevées, on sait de quoi elles sont composées en général, mais qu'est-ce qu'on y cherche exactement dans ces carottes? Eh bien, pour commencer, on peut regarder ces fameux éléments qui la composent. Tu vois les sédiments là qui sont de couleur beaucoup plus claire, ils contiennent beaucoup de foraminifères planctoniques, et ça, on peut les utiliser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des parties de sédiments, on va les laver avec un tamis, et tu extrais en fait une fraction qui est, on va dire, supérieure à 63 microns, et dans cette fraction, tu vas trouver plein de têtes de foraminifères. Tout ça, en fait, résulte de l'accumulation en fait, de toutes ces petites coquilles de foraminifères. Voilà. Okay. Et ils sont importants parce que les foraminifères, en fait, ils construisent leur squelette calcaire à partir des éléments chimiques de l'eau de mer. Et donc, ils peuvent retracer en fait, des variations de température, de salinité. Voilà. On fait des analyses en fait, après, géochimiques sur des isotopes, sur ces parties squelettes, ce qui va nous donner des informations en fait, sur les paléoclimats, les paléoenvironnements. Ça tombe bien, c'est justement la spécialité de Natalia. Je suis mycopaléontologue et paléocéanographe. Donc du coup, ça veut dire que j'utilise des microfossiles, des fossiles toutes petites, de la taille d'un grain de sable, pour reconstruire l'océan du passé. Et avec cet océan du passé, ce que je veux, c'est reconstruire les climats. Ces microfossiles, c'est du plancton, c'est du zooplancton, donc on en a de partout. On en a deux types de foraminifères qui habitent à la surface de l'eau, donc du coup sont planctoniques, dans les premières centaines de mètres de l'eau. Et on a aussi des foraminifères benthiques qui habitent à l'interface sédiment-eau. Et donc eux, ils vont enregistrer les eaux profondes. On était en train de prendre des carottes à 3000 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'avec ces deux types de forame, j'aurai information sur les premières centaines de mètres de la couche d'eau, de la colonne d'eau, et j'aurai aussi des informations sur 3000 mètres. Avec ces carottes-là, je vais faire deux reconstructions des quantités comparables à la température de surface de la mer, la température de eau de fond de la mer, et aussi la vitesse des courants ou le type de courants qu'on a. Si c'était plus ou moins intense, peut-être, mais aussi si c'était plus ou moins oxygéné, si c'était plus ou moins actif, voilà. Et on va comparer différents cycles glaciaires interglaciaires des périodes plus récentes, relativement récentes. Je vais les analyser de deux façons différentes. D'un côté, je peux regarder les espèces différentes qu'on a. Et donc, du coup, si on en a beaucoup d'espèces tropicales, ça veut dire qu'il faisait très chaud. Si on en a beaucoup d'espèces d'eau froide, ça veut dire qu'il faisait plus froid. On peut transformer ces différents rapports en température de 1 degré Celsius. Et l'autre façon que j'ai de analyser ces foraminifères, c'est de prendre leurs coquilles et de les analyser de façon chimique. Je peux regarder par exemple un outil classique, c'est les isotopes de l'oxygène et du carbone dans cette coquille carbonatée, qui vont me donner les niveaux relatifs de la mer pendant toute la période que je peux couvrir avec ma carotte, ou la température de la mer, ou leur ventilation. Mais ces microfossiles ne sont pas les seuls trésors qu'on trouve dans ces carottes, puisque ces sédiments sont aussi des anciennes habitations. On voit tu as des dépôts très noirs là, sur cette carotte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des taches blanches à l'intérieur, qui sont en fait des traces de bioturbation. C'est des animaux en fait qui viennent se nourrir de la matière organique qui est sur le fond et qui laissent en fait des traces de terrier. Là, tu vois, on les voit parce qu'ils contrastent avec la couleur noire de l'encaissant. Donc là, c'est toutes les formes un petit peu allongées de couleur beige que tu vois.
Et après, on va en retrouver d'autres, cette fois-ci de couleur plus sombre, dans un encaissant qui est lui plus clair, tous ces petits ronds, cette forme arrondie-là. Et on sait quel genre de bestiole a pu faire ça? Alors, ça c'est une grande question. On va préserver uniquement les traces. En fait, les organismes qui font ces traces dans les sédiments ne sont pas préservés. En fait, ils ne sont pas de parties dures, ils sont composés uniquement de parties molles et donc tout est décomposé. Par contre, il y a des spécialistes, ils sont peu nombreux, mais ils existent, qui sont capables, à partir de la forme en fait, des traces de bioturbation, de reconnaître l'espèce. Ça s'appelle comment cette discipline? L'ichnologie. Ok. Voilà. Là, les choses se gâtent. Si vous avez vu la première vidéo de cette série, vous vous rappelez peut-être du coup de mer qu'on s'est payé pendant quelques jours. Eh bien, imaginez réaliser un carottage avec une mer agitée. Ça vous fait pas comme ça la houle ou c'est pas gênant? Non, ça devrait. Ça va en s'améliorant. Il y a encore un peu de mer, mais c'est pas idéal, c'est sûr, mais non, ça va le faire. C'est un équipage qui est rodé à ce genre de manipulation. C'est un métier qui est extrêmement physique. On se rend pas compte du danger des carottes. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, surtout avec la mer comme ça. J'ai énormément de respect pour les marins, pour les équipes techniques et tous ceux qui travaillent pour que les scientifiques puissent faire mumuse avec leurs carottes. À la suite d'un incident survenu cette nuit-là lors des acquisitions, nous avons fait un détour par l'île Juan de Nova avant de rempiler pour l'ultime carotte de cette mission. Cette dernière carotte nous réservera les plus belles occurrences d'une structure que je rêvais de voir en vrai depuis que j'avais appris son existence à la fac. Regardez-moi ça. On voit des alternances de couleurs et un peu aussi de taille de grain. Tout ce qui est clair, c'est plutôt la sédimentation ambiante, tout ce qui se dépose assez progressivement. Et de temps en temps, on a des événements comme ça, marqués par des sédiments très sombres, là, là et là, et qu'on interprète comme des arrivées de sédiments assez massifs qui sont probablement liés à des avalanches de sédiments. Oui, ces bandes que vous voyez, c'est des restes d'avalanches sous-marines. Tout ça se dépose en quelques heures à peine, et voici comment ça se déroule. Vous vous souvenez de toutes ces particules terrigènes transportées par le Zambèze? Eh bien, ces particules vont se déposer à l'embouchure du fleuve, s'accumuler sur le plateau continental et jusqu'au bord du talus. Vous voyez où je veux en venir. Et à un moment donné, donc, si tu ajoutes trop de matériaux sur le toit de la pente, qu'est-ce qui se passe? Il y a des avalanches. Donc, tu as maintenant ce qu'on appelle des dépôts gravitaires, où tout d'un coup, une partie du talus tombe. Et le dépôt associé à ça, on appelle ça des turbidites, donc courant de turbidité. Turbidites pour le dépôt. Et une des façons de les reconnaître, c'est de voir un tri dans la taille du sédiment qui se dépose, avec à la base des choses un peu plus grossières qu'au sommet. Et ensuite, vers la fin de la décantation, toutes des parties fines qui se redéposent et qu'on retrouve dans cette partie-là en haut du dépôt. Donc on retrouve ces séquences comme ça, plutôt grossiers à la base et de plus en plus fins vers le haut. On voit ici un contact assez net entre la sédimentation ambiante qu'on appelle hémipélagique et puis l'arrivée de ce dépôt
en masse. C'est un peu plus grossier, c'est pas très très marqué, mais quand on touche comme ça avec les doigts, on se rend compte. Donc là, on est même pas dans les sables, on est dans des choses qui s'appellent les silts, qui est entre l'argile et le sable, et qui a une taille qui va jusqu'à 60 microns à peu près. Mais c'est à peu près ce qu'on a ici, et avec des alternances. Donc on voit du coup, comme il y a des lamines comme ça, des laminations, ça veut dire aussi que le dépôt n'est pas quelque chose de constant, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations dans la vitesse du courant qui dépose ces particules. Vous êtes content d'avoir trouvé ça dans des carottes? Oui, parce que c'est une des choses qu'on cherchait, effectivement, c'est savoir comment les apports sédimentaires sont faits en lien avec l'activité du fleuve Zambèze. Et si je lèche ce sédiment, ça fait quoi? On peut le mettre sur la langue pour sentir la taille de grain. C'est quelque chose qu'on fait, j'aime pas trop, parce que j'ai pas trop envie de l'avoir sur la langue, mais oui, on peut le faire, effectivement. Ah oui? Ouais, ça croustille. Mais ça croustille fort. Oui. Ah ouais, c'est chouette. Ah, j'aime bien. Pardon d'insister, mais je trouve ça fou de pouvoir voir des restes d'avalanches sous-marines. En plus, c'est beau ces trucs-là. Les chercheurs étaient plutôt contents parce qu'ils en ont trouvé dans beaucoup de leurs carottes. Les plus finaux d'entre vous auront peut-être remarqué une turbidite dans la carotte précédente, sous les terriers de bestioles fouisseuses. Et ce qu'on pense en fait, c'est que ces dépôts de couleur très sombre sont probablement des apports qui proviennent aussi d'anciennes rivières de la partie Mozambique. Donc ça, c'est un réseau aujourd'hui qui n'est plus alimenté. Mais ce qu'on voit, voilà, c'est que ça laisse une empreinte en fait dans le sédiment. Et donc ça raconte une histoire des apports d'anciennes rivières en fait qui ont parcouru le plateau du Mozambique et qui ont ensuite dévalé la pente pour apporter les sédiments dans le bassin, mais très loin de la source finalement. Ici, on est, je pense, à des centaines de kilomètres des embouchures des anciennes rivières. Quoi. On est à 33 mètres, à 34 mètres quoi, quand même. Dans le sédiment. Ils s'attendaient à en trouver dans cette zone, et c'est grâce à ces structures, mais aussi tous les autres secrets que renferment ces carottes, que nos chercheurs vont pouvoir mieux comprendre comment se distribuent les sédiments dans ce bassin un peu complexe, comme le résume Marina, co-chef de la mission Sésame. On est dans un endroit où il y a une association un petit peu entre deux types de sédimentation. Les sédiments turbiditiques apportés par le fleuve Zambèze via le canyon du Zambèze et via le bassin intermédiaire dont on parlait tout à l'heure, là, qui en fait amène les sédiments. Alors on n'a pas encore très bien compris comment, parce qu'il n'y a pas un grand canyon qui traverse la pente, mais plusieurs petits. Donc voilà, il y a un apport multiples en fait, par des sources multiples. Et tout ça se mélange avec la circulation dans le canal du Mozambique. Et donc, on va essayer de voir si ça a changé beaucoup au cours du temps ou pas. L'idée maintenant va être de réunir toutes les données récoltées, profil sismique d'un côté et carottes sédimentaires de l'autre, pour reconstituer en 3 dimensions ce fameux bassin sédimentaire. On peut vraiment positionner après notre carotte sur notre profil sismique. Et là, on va pouvoir corréler toutes les observations qu'on a faites de la nature des sédiments sur tout le long de notre profil sismique et pouvoir extrapoler aussi en 3 dimensions en spatial. Comment tu plages ce soir? Ok, impeccable. Mais qui dit histoire avec un grand H dit date. Et oui, sinon c'est juste un roman. Ça permettra aux chercheurs de replacer leurs observations dans un contexte climatique et géologique plus général. Pour l'âge des carottes, en fait, c'est une discipline de la géologie qu'on va appeler la stratigraphie. C'est-à-dire qu'on va on va aller trouver des marqueurs temporels dans les carottes. On a des variations de couleurs assez récurrentes dans les carottes. Ça met en exergue la variabilité climatique qui s'est imprimée dans l'océan. Les parties les plus claires correspondent à des périodes interglaciaires, donc c'est des périodes dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et puis à l'inverse, les parties les plus sombres, on est dans les périodes glaciaires. Et donc en fait, on va faire un flip-flop comme ça, entre du clair, du foncé, du clair, du foncé, et on va passer en fait de glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire. Donc ça c'est le visuel. Après le visuel suffit pas, il y a des petites subtilités qu'on va pas voir, et donc pour mieux voir ce que nous on voit pas, on utilise un spectrocolorimétre. Alors là, je suis en train de surpasser la carotte afin qu'elle passe à la spectrométrie pour être sûr d'avoir la couleur réelle du sédiment et que ça n'ait pas une couleur abîmée avec l'air. Du coup, on surpasse le sédiment et on aurait aussi une surface bien plane pour que le capteur puisse se poser dessus. C'est une sorte d'appareil qui vient se poser sur le sédiment, et via un flash, en fait, on va obtenir tout le spectre du visible. Donc là, on l'a fait tous les 2 cm. Grâce à ça, on va pouvoir retrouver en fait nos cycles glaciaires-interglaciaires. Et après, pour trouver un âge, il y a plein de méthodes compliquées, géochimiques,
très très solides après, mais ça on fera ça au labo. Mais là on va comparer avec ce qu'on appelle des stacks isotopiques. C'est tout un amalgame de carottes qui ont été bien connues, bien datées. On a mis ensemble. Et en fait, ça permet d'avoir une espèce de courbe un peu parfaite, un peu composite de ce qu'étaient les glaciers interglaciaires sur les derniers millions d'années sur la planète. Et là, par contre, on peut commencer à donner des âges. La base des carottes les plus jeunes qu'on ait obtenues, elle a atteint environ 1,5 à 2 millions d'années. Donc on a des taux de sédimentation extrêmement faibles, c'est de l'ordre de 1,5 cm par 1000 ans. Dans d'autres carottes, on remonte, c'est vraiment à confirmer, c'est vraiment pour l'instant un peu au feeling. On serait aux alentours de 4 millions d'années. Par exemple, si on va au large de Brest, sur la pente continentale, donc à quelques heures de mer, des carottes de 40 mètres, on va remonter à 20 000 ans. Ici, des carottes de 40 mètres, on arrive à 2, 3, 4 millions d'années. La beauté de la science, c'est qu'on avance des hypothèses, on refait des analyses à terre et on obtient des choses très différentes. Les chercheurs ont reçu les résultats des datations des carottes et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient plantés d'un facteur 4. On est donc plus proche du million d'années que de 4 millions sur les plus longues carottes. Tout le modèle d'âge est à revoir, ce qui pour autant ne remet pas en question les corrélations entre les carottes. Les sédiments sont donc plus jeunes que ce qu'ils pensaient, ce qui n'est pas plus étonnant que ça en soi, puisque ce que Samuel nous présentait sur le bateau était vraiment des résultats très préliminaires sur ces données fraîchement pêchées à 3000 mètres sous l'eau. Et ça reste quand même beaucoup, comme on peut le voir comparé au large de la Bretagne. Je pensais même pas qu'on pouvait remonter si loin dans le temps avec des carottes de sédiments. C'est assez attendu ici, parce qu'en fait on est dans une zone où on a les courants parmi les plus puissants du monde. On a une grande partie de l'océan Indien qui a la volonté d'aller rejoindre l'Atlantique par le canal du Mozambique en contournant après l'Afrique du Sud. C'est des volumes d'eau qui sont dantesques. Pendant la mission, très souvent, on voyait qu'on avait 1 à 2 nœuds de courant partout. Ça équivaut à quasiment du 1 mètre seconde. Et 1 mètre seconde, en fait, c'est une rivière qui coule. C'est une rivière, c'est comme toi quand tu marches. En tout cas, hormis quelques défis inhérents à toute campagne, cette mission s'est plutôt très bien déroulée, en nous réservant même la surprise de découvrir pas moins de 5 monts sous-marins. Les chercheurs rentrent donc avec plein de profils sismiques et 8 carottes gardées au froid en attendant d'être étudiées à terre pour percer les mystères de ce canal du Mozambique. La plus courte, on a fait une 14 mètres 20 et la plus longue 46 mètres 40. Toi qui as l'habitude, du coup, là, ce terrain, il était relativement facile? Non, c'était de l'exploration. Les terrains faciles, c'est des terrains qu'on connaît et qui sont faciles à carotter. Là, c'est de l'exploration, on ne sait jamais sur quoi on va taper. Là, on a pillé quelques tubes parce que bien souvent, on allait taper sur du sable et que le sable, c'est très difficile pour la carotte. T'es contente des données récoltées pour l'instant? Ah oui, je suis très contente, ouais. On a fait quasiment tout le programme prévu, super. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler à terre. Il faudra probablement une dizaine d'années pour dépouiller toutes ces données. Et voici la fin de cette merveilleuse aventure Sésame. Je tiens à remercier infiniment Ifremer pour l'invitation et pour avoir financé ces vidéos. Merci à Gwenaël, Marina et toute l'équipe de Sésame, Disblue, Louis Dreyfus Armateur, l'équipage du Marion Dufresne, ainsi que la flotte océanographique française. Ce fut un vrai plaisir de partager ces 3 semaines avec vous en mer. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si vous n'avez pas vu les 4, n'hésitez pas à y jeter un œil pour un petit coup de reviens-y. La première aborde la découverte des monts sous-marins par l'équipe à bord et les données sismiques. La deuxième parle de l'utilisation de ces données pour corroborer une hypothèse sur l'évolution de la biodiversité malgache. La troisième porte sur la formation des atolls et notamment des îles éparses dont nous avons pu nous approcher. Et la quatrième, vous êtes dessus. Je profite d'avoir la crève pour vous faire une petite devinette. Mon premier est une étendue d'eau. Mon second est électriquement chargé. Mon troisième est un compte à rendre. Et mon quatrième est un arbre. Mon tout est autour de moi. Qui suis-je? Et maintenant, on peut faire un petit karaoké. Turn around.